de France. Je pense qu'il n'est pas forcément opportun de laisser juste ces problèmes de garde d'enfants pour les personnels pénitentiaires et magistrats uniquement gérés à ce prisme de grande agglomération ou métropole. Je vous propose tout simplement de les retirer. Qu'est-ce qu'en pense la rapporteure? Moi, je suis favorable, pardon. Ok, on passe au vote. Qui est pour? Allez, Daniel Labaronne, allez-y. Parce que tout à l'heure, je vous ai frustré, je ne vais pas le faire 2 fois. Alors, pas de souci. Attendez, madame la rapporteure, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les choses? Est-ce que vous avez évalué, là, combien ça coûterait? On est dans une niche fiscale qui s'ajoute, là. Enfin, j'ai pas bien saisi. Est-ce que vous pourriez reprendre mais c'est sans doute que j'ai pas les idées claires, hein, mais parce que vous aviez été très explicite. Mais est-ce que vous pourriez quand même nous reformater l'affaire, là? Toujours à chercher la petite bête. Ah non, pas du tout. Même la rapporteure. Non, mais si ça coûte quelques milliards, on va peut-être. Article 40. Non. Donc, le but, et j'en ai rediscuté avec le ministère, hein, je vous le dis aussi, ils sont avertis, ils sont OK pour qu'on enlève ces 2 précisions. C'est comme tout à l'heure avec Charles de Courson sur l'outre-mer. C'est-à-dire que la problématique, c'est que les phrases, c'est l'effort en matière de petite enfance sera également intensifié, particulièrement dans les grandes agglomérations pour le premier. Et l'autre, d'autre part, la réservation de berceaux pour les enfants d'agents du ministère est une priorité, particulièrement en Île-de-France. Donc, moi, je veux bien, mais on a quand même des magistrats normalement partout, pas que dans les métropoles, pas que en Île-de-France. Et je pense que l'effort social vis-à-vis de la petite enfance ne doit pas avoir ces particularités métropole et Île-de-France pour que ce soit bien diffusé partout sur le territoire. Voilà. Et pour vous répondre vis-à-vis de l'article 40, à partir du moment où on raye juste le particulièrement en Île-de-France, mais que la phrase reste la même pour les agglomérations, je ne crois pas que ça coûte beaucoup plus cher. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Ben, c'est bien parce que Madame Untermaier arrive au moment de défendre ses amendements. Non. On en est au 21. Défendu. Madame la rapporteure. Alors, c'est un amendement qui, pour moi, est déjà dans la loi, puisque la loi du 22 décembre 58 garantit le droit syndical aux magistrats, qui peuvent donc librement créer, adhérer à des organisations syndicales. Donc, il ne semble pas nécessaire de l'inscrire dans le rapport annexé. Ce sera donc un avis de retrait ou défavorable à défaut. Monsieur Lozana, et je donnerai la parole après à Mme Untermaier. Allô, merci. Non, Madame Untermaier a soulevé un problème, en effet, qui a agité un petit peu dans le milieu politique suite à ce qui s'est passé au Sénat. Moi, je voulais la rassurer, puisque à la fois dans la Constitution, mais aussi au niveau européen, il y a le droit syndical des magistrats est reconnu, défendu, et donc il ne peut pas être mis comme cela en difficulté. Donc, ce qu'elle soulève... je suis la rapporteure là-dessus. Nous sommes défavorables parce que c'est déjà dans la loi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, chers collègues? Je pense que c'est une question extrêmement importante et que ce qui a été dit au Sénat doit nous préoccuper. Moi, je suis la première à considérer qu'un syndicat a une obligation de réserve, bien évidemment, et déontologiquement, il doit être irréprochable. Pour autant, introduire la notion d'impartialité comme elle a été posée par le Sénat laisse entendre quand même une façon d'imaginer ou de laisser imaginer le travail du syndicat qui, moi, me pose problème. Voilà. C'est pour ça que dans la discussion sur l'amendement 132 au rapport annexé, c'est bien de celui-ci dont on parle, nous souhaitions rappeler que la liberté syndicale et la liberté d'expression des magistrats ne souffrent d'aucune restriction. Point. Les obligations déontologiques des magistrats, telles que l'impartialité, l'indépendance, la dignité, la loyauté, le devoir de réserve, s'appliquent aux juges dans leur prise de décision dans les affaires individuelles qu'ils ont à traiter. Et la notion d'impartialité ne peut pas, me semble-t-il, être extraite, elle seule,
comme un levier pour encadrer la liberté syndicale ou la liberté d'expression. Je pense que à ce moment-là, ce sont toute l'indépendance, la dignité, la loyauté, le devoir de réserve qui font partie en fait du magistrat syndicaliste qui porte un projet et qui ne dépose pas pour autant à côté de lui les obligations déontologiques qui sont les siennes. C'est pourquoi je trouve que la proposition qui a été faite par le Sénat est extrêmement maladroite et de nature à remettre en question quand même le droit syndical. Ok, normalement on se limite à 1 minute, mais comme vous les avez dépassés, je vais donner la parole à Monsieur Lozana, comme ça on va égaliser. Non, très rapidement, c'est pour la rassurer, parce que moi j'ai pris la tâche de Monsieur Paris, qui va être rapporteur de la loi organique. Vous savez qu'il y a une partie de la loi organique. Et donc, non seulement lui, mais il va porter un amendement de suppression de ce qu'a mis le Sénat. Et il y a d'autres, d'ailleurs, députés qui ont aussi déposé ce type d'amendement pour la loi organique. Voilà, c'est pour ça que moi je voterai contre ici. Alors effectivement, je comprends. Je comprenais pas pourquoi ça arrivait là. J'avais pas vu la partie organique, mais effectivement, c'est dans la partie organique et ça doit être normalement supprimé, sachant quand même que le garde des Sceaux a demandé en mai 2023 un avis au CSM sur justement l'expression publique des magistrats pour voir comment on peut mieux articuler tout ça. Et moi, je vous propose quand même de le retirer. Enfin, à moins que ce soit pour me dire que vous le retiriez, mais sinon, vous le maintenez. Ok, on vote qui est pour. Qui est contre. Rejeté. On passe à l'amendement 16, Madame Untermaier. Ah oui, c'est une erreur. Bon, enfin bon, ça change pas grand-chose. Il y a pas de... Je vous raconterai une anecdote un jour, comment j'ai fait passer un amendement sans le faire savoir. Je ne le savais pas. Alors maintenant, je suis très vigilant. Madame Untermaier ? Défendu. D'accord. Madame la rapporteure. Écoutez, ça sera un avis à une demande de retrait parce que la définition du critère d'affectation par la chancellerie pourrait être limitée par votre amendement et donc je vous propose de le retirer. Madame Untermaier. Non, on maintient. Qui est pour? Qui est contre? Non, attention, pas deux fois non quand même. Il est rejeté. Le 17, Madame Untermaier. C'est un amendement important, parce que vous savez que le juge des libertés de la détention, qui bénéficie d'un statut d'indépendance important dans la loi, dans le statut des magistrats, est très souvent seul. Il dénonce effectivement son sentiment de solitude. Il a de plus en plus de missions extrêmement importantes qui lui sont demandées tant par le parquet que par le siège. Et nous considérons que ce juge des libertés de la détention doit bénéficier en priorité au sein du tribunal de l'affectation à ses côtés d'un attaché de justice. Ça nous paraît tout à fait essentiel. L'idéal serait effectivement qu'il y ait 2 JLD dans un tribunal. Nous n'en avons pas, mais pour autant, un attaché de justice qui lui permette de ne pas être sous le coup de la demande qui est proposée par le procureur ou par le juge d'instruction, cela nous paraît tout à fait pertinent. Madame la rapporteure. Merci. Alors, les attachés de justice qui sont donc recrutés par voie contractuelle sont affectés en fonction des besoins du chef de cour ou du tribunal quand il le demande. Aussi, effectivement, on a quand même une différence entre les gros tribunaux où il y a plusieurs JLD et les plus petits tribunaux où, effectivement, souvent ils sont tout seuls. Toutefois, mettre en place votre amendement ferait que ça serait, y compris dans les gros tribunaux, qu'on pourrait avoir ce genre d'affectation où ça ne serait pas forcément nécessaire. Donc, ce que je propose, c'est plutôt de laisser comme c'est à l'heure actuelle, c'est-à-dire le chef de cour ou de tribunal qui est le mieux à même de savoir s'il en a besoin ou pas. Et en plus, il a la possibilité de recruter lui-même sur ce niveau-là. Donc, je pense que le système est satisfaisant. Donc, je vous propose un retrait ou à défaut défavorable. Bon, je ne suis pas convaincue parce qu'il y a une telle désespérance chez les JLD. Et quand on voit quand même les responsabilités énormes qu'ils ont à prendre et les décisions fondamentales qu'ils ont à prendre, je pense qu'il faut profiter de ce que, effectivement, le ministère de la Justice l'a fait par cette loi, une avancée considérable en termes d'effectifs, pour s'assurer quand même de faire bénéficier à ces magistrats qui sont tout seuls pour des décisions sur la liberté en détention. Ça me paraît tout à fait essentiel de le faire. Et puis on saura
par la pratique, expliquer que dans certains dispositifs, eh bien, on n'en met pas. Et c'est pourquoi nous avions mis, Madame la rapporteure, en priorité, voilà, de l'affectation. Ce qui ne veut pas dire systématiquement, mais en priorité pour envoyer un signal à la présidence de la juridiction pour lui dire attention, là vous avez un GLD, là vous avez un attaché de justice, il est tout seul, mettez-le s'il vous plaît. C'est ça l'objet de l'amendement. Bon, ok, on vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Amendement 40, non défendu. Amendement 13, Madame Untermaier. Sujet important, c'est l'intelligence artificielle. Rien dans le texte ne permet d'évoquer ce sujet. Dans le domaine juridictionnel, comment fait-on avec l'intelligence artificielle? Comment gère-t-on cette question? C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut préserver le monde de la justice de l'influence des intelligences artificielles tant que nous n'avons pas su comment organiser cette intelligence artificielle, comment on organise sa transparence également. Madame la rapporteure. Merci Madame Untermaier pour soulever ce sujet. Bien entendu, dans le cadre de la modernisation du ministère de la Justice, se poser la question de l'intelligence artificielle est importante. Il faut toutefois se rappeler qu'il nous faut des décisions de qualité. Et honnêtement, pour une telle réflexion, je ne suis pas sûre que le rapport annexé, mais je comprends le sujet, hein, le rapport annexé soit le meilleur moment. Et en plus, on a à l'heure actuelle une expérimentation sur les traitements automatisés des données au sein du ministère de la Justice depuis le 7 mars 2020. Ça s'appelle DataJust, qui vise justement à regarder un petit peu tous ces éléments-là. Donc, je vous propose effectivement plutôt de retirer. Vous en discuterez peut-être avec le ministre, tout en sachant que dans le rapport annexé, à un autre endroit, il est bien marqué qu'il faut mettre la valeur de la donnée au cœur de la réflexion, ce qui pourrait après rentrer en contradiction avec le vôtre. Donc, soit le mettre à un autre endroit, mais là, ça me paraît peut-être plus à l'endroit où je vous ai indiqué pour la prochaine fois et voir après avec le ministre, parce que c'est partir sur l'IA en matière de justice, il faut quand même que ce soit bien cadré, quoi. Bien, moi je voterai pour parce que je pense que ça peut être considéré comme un amendement d'appel. J'étais à votre attention. J'ai compris que vous n'étiez pas contre la préoccupation. Et vu la question de plus en plus urgente de l'influence de l'intelligence artificielle, je crois qu'il n'y a pas trop de prévenir. D'ailleurs, je me permets un tout petit peu de publicité. Le numéro spécial de Libération sous notre ancien collègue Villani aujourd'hui est assez intéressant. Voilà. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Hein? Oui, mais enfin, je parlais du contenu surtout. Si tu veux. Oui, absolument. Amendement 12, Madame Untermaier. On est quand même dans un rapport annexé qui n'a qu'une valeur réglementaire, et encore, il faut vérifier dans le temps ce qu'est cette valeur réglementaire. Et je crois que le rapport annexé, si on nous l'a mis ici, c'est pour nous permettre à nous, les parlementaires, de le nourrir aussi de nos préoccupations. Et je pense que la question du numérique et des différents logiciels, pour ceux qui connaissent bien l'institution judiciaire, on s'aperçoit en fait d'une gabegie incroyable. Et donc moi je pense que, parce que les crédits vont être là, l'urgence du numérique s'impose à nous, et bien que chaque année, eh bien, on ait connaissance des améliorations obtenues dans l'usage du numérique, en particulier des différents logiciels. Cela relève de notre responsabilité de législateur. Nous allons voter des crédits extrêmement importants à la justice. Il nous paraît tout à fait essentiel, eh bien, que étape par étape, on sache que les logiciels marchent et qu'on ne le découvre pas au fil des missions que nous organisons et où nous découvrons que les logiciels, eh bien, finalement, ne sont pas connectés, ne sont pas en lien les uns les autres. Ça n'incrimine pas du tout les magistrats. Ils subissent plutôt cette situation. Et ça me paraît essentiel, eh bien, que nous, les législateurs, nous demandions à la chancellerie de nous faire ce travail. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, quand c'est des projets tels que vous l'indiquez, notamment numériques, en général, on les voit déjà dans les documents budgétaires, avec dans tout ce qui est indicateur de performance, qui nous permettent de suivre l'avancée de ces projets.
Et puis, on a également des rapports qui sont rendus régulièrement par la Cour des comptes. Donc, voilà, on pense que c'est redondant, donc on vous invite à un retrait ou à défaut défavorable. Merci. Madame Tervière, vous le gardez? Non, mais moi, je ne retire surtout pas. Et puis, je trouve que quand même, on a un rapport annexé. On est là aussi pour dire un certain nombre de choses. On sait très bien que le numérique, c'est une catastrophe dans les juridictions. Tout le monde le sait. On en est à un point tout à fait dramatique, à tel point que pendant la période Covid, c'était une institution qui a beaucoup souffert de ce sujet. Et ce sont les justiciables les premiers qui souffrent de cela. Donc je pense que demander simplement un bilan d'étape à nous, les législateurs, pour savoir si Cassiopée, si Parcours et si un autre logiciel dont j'ai oublié le nom fonctionne vraiment à la satisfaction des magistrats, ça me paraît être vraiment de notre obligation même de législateur. C'est pour ça que je me permets d'insister, Madame la rapporteure, ce ne sont pas des amendements qui sont faits comme ça, qui sont partis du terrain et on veut coller à la réalité. On a rendu 450 millions concernant le numérique. 450 millions ont été rendus, c'est pour ça que moi je suis très inquiète de la capacité de ce ministère à gagner la bataille du numérique. Madame la rapporteure, enfin, à moins que vous vouliez rien ajouter. Non, mais effectivement, il y a un sujet, mais qui irait plus vaste que ce que vous indiquez, parce que quand on voit effectivement les difficultés entre les logiciels d'échange de données, mais voilà, honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit avec une obligation de rendre compte en plus, alors qu'on peut déjà l'avoir. Donc voilà, c'est juste, je ne dis pas sur le fond, mais sur l'endroit et la forme. Ok, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe au 14. Oui, Monsieur le Président, avec l'accord de ma collègue, je vais le défendre. Et cet amendement, il vise à garantir aux acteurs de la procédure judiciaire qu'une transmission numérique, qui parfois fonctionne très très bien, ne donnera pas lieu à une demande de transmission des mêmes documents une deuxième fois dans leur version papier. Donc ça vient aussi d'un retour terrain. Notamment, il est rapporté que les juridictions administratives fonctionnent très bien avec le réseau privé virtuel des avocats, mais que des juridictions judiciaires demandent quand même le dossier papier en plus. Madame la rapporteure. Alors effectivement, moi je me suis posé la même question sur d'autres sujets, notamment l'obligation quand on entend des enfants en vidéo, qu'on oblige à retranscrire en papier, etc., pour ensuite donner au tribunal, sauf qu'à ce jour, a priori, ça pose souci avec les droits de la défense pour donner les différents éléments. C'est pour ça qu'on est encore avec le papier et c'est pour ça qu'il y a une ambition zéro papier d'ici 2027. Donc je pense qu'interdire la transmission comme ça, pure et dure, sans date, sans rien, me paraît pas forcément en dessous les 2027. Enfin, je veux dire, là, vous demandez 2025, le zéro papier, c'est 2027. Enfin, vous voyez, on est en décalage par rapport au projet. Donc, moi, je vous invite à retirer, quitte à le redéposer avec la date prévue pour la fin, et vous en discuterez avec le ministre. Mais aujourd'hui, aller plus vite que le projet 2027 me paraît un petit peu dangereux. Allez-y, madame. Non, je suis désolée de vous contredire, Madame la rapporteure, mais d'abord, on parle d'horizon 2025. Le 0 2027, c'est pour tout le dispositif. Bon, c'est un vœu, c'est pas une réalité. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des logiciels qui marchent bien. Et les logiciels qui marchent bien, c'est le RPVA. C'est-à-dire, ce sont les avocats qui ont constitué eux-mêmes un logiciel qui fonctionne très bien, dont les magistrats sont très contents, mais pour lesquels on demande, en plus de ce logiciel, de présenter aux magistrats la copie de la dématérialisation, avec, si possible, des post-it pour identifier chaque moyen. Et quand l'avocat est en postulation et que le postulant auquel il s'adresse ne veut pas faire ça, comment il fait ? Donc on a un vrai sujet. Moi, je ne dis pas que c'est uniquement à horizon 2025, sauf impossibilité liée à la particularité, et dans des logiciels qui fonctionnent, pas dans ceux qui sont, hélas, nombreux à ne pas fonctionner encore. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Oui, excusez-moi, allez-y. Juste, effectivement, avec les avocats, ça fonctionne. Mais dans votre amendement, on a les services d'enquête, police, gendarmerie, on a quand même certaines difficultés. La PJJ, on a également
certaines difficultés. Et après, vous mettez en plus large tout autre acteur œuvrant dans le domaine de la justice. Donc, si les avocats sont prêts, très bien, mais tous les autres ne le sont pas. Et honnêtement, 2025, pour moi, c'est trop proche. C'est pour ça qu'ils ont mis d'ailleurs 2027. Donc, je vous invite peut-être à le redéposer avec 2027 plutôt que 2025. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Amendement 24, toujours Madame Untermaier. Et ça, c'est un dossier que connaît bien Madame la rapporteure, n'est-ce pas? La dématérialisation des dossiers uniques de personnalité des mineurs doit être absolument poursuivie et adaptée pour améliorer la coordination entre les prises en charge pénales et civiles. Je ne savais pas où mettre ce dispositif, mais c'est une demande importante que nous avons d'ailleurs constatée dans le cadre du Code de justice pénale des mineurs et qui fait partie de nos recommandations. Allez-y, madame. Il faut fermer votre micro, madame. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous et ça sera un avis favorable, Madame Untermaier. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Félicitations à Madame Untermaier. On passe à l'amendement 7, Monsieur Dessy. Défendu. Madame la rapporteure. Non, mais ça, c'est comme tout à l'heure ce que je vous disais, on a quand même beaucoup de détails dans le document budgétaire, donc c'est retrait ou défavorable. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe maintenant à l'amendement 8, Mathieu Lefebvre. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui a pour objectif de faire preuve de volontarisme sur la finalisation du plan 15 000 places de prison. Beaucoup a déjà été fait pour 2017 et il est ici proposé d'accélérer la trajectoire. Évidemment, on est là dans le rapport annexé et tout cela est peu normatif, mais je croyais important de pouvoir redire la nécessité d'anticiper au mieux la construction de ces places de prison supplémentaires au regard des défis auxquels est confrontée notre politique pénale. Madame la rapporteure. Alors, effectivement, on partage le fait d'accélérer. Toutefois, on le voit bien aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de contraintes liées aux entreprises, tout simplement, parce que tous les terrains ont été trouvés. Et ce que je propose, c'est peut-être mettre accélérer. Ça ne permettra pas d'accélérer, puisqu'on a ces contraintes extérieures. La volonté, en tout cas, est là. Les 15 000 places, on le souhaite. Donc, c'est au-delà de cette volonté. Je vous propose un retrait. Merci, Monsieur le Président. Je vais le retirer en vue éventuellement d'une nouvelle rédaction pour la séance, Madame la rapporteure. Merci. Alors, je passe à l'amendement 9, sous-amendé par le 64 de la rapporteure. Donc, amendement 9, Monsieur le rapporteur. Oui, l'amendement d'abord. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui a pour objectif de dire clairement le lien qu'il y a entre l'effectivité de la réponse pénale et la création de places d'encellulement supplémentaires, considérant qu'il y a de trop nombreuses peines de prison qui ne sont pas prononcées parce que, par définition, elles ne peuvent pas être effectuées compte tenu de la faiblesse de du nombre de places dont nous disposons à l'heure actuelle. Donc, il s'agit de redire combien la création du plan de 15 000 places permettra de garantir l'effectivité de la réponse pénale dans notre pays. Le sous-amendement, vous pouvez le présenter, Madame la rapporteure. Alors, sur le fond, effectivement, je suis complètement d'accord avec Monsieur Lefebvre. J'ai juste un différentiel, j'allais dire, de syntaxe, c'est-à-dire au lieu de renforcer l'effectivité, mais plutôt d'assurer l'effectivité de la réponse pénale. Madame Untermaier. Moi, je suis contre cet amendement et mon groupe votera contre parce que nous considérons quand même que l'effectivité de la réponse pénale, elle est donnée. La réponse pénale, elle est effective. Et si elle n'était pas effective, il n'y aurait pas cette surpopulation carcérale. Et d'autre part, nous sommes dans un pays qui est extrêmement sévère et qui n'hésite pas à emprisonner les gens. Donc, j'avoue que je ne comprends pas un amendement qui laisse penser que la réponse pénale ne pourrait pas être effective. Ce qui serait dramatique, voulait dire que les peines ne sont pas appliquées. L'effectivité de la réponse pénale, ça signifie que le juge a décidé d'une peine et celle-ci n'est pas effective. Or, nous avons un juge d'application des peines. Moi, je pense que la préoccupation que vous devriez avoir par rapport au caractère effectif des décisions juridictionnelles, c'est dans le domaine civil, mais pas dans le domaine pénal.
propose qu'on... Allez-y, Mathieu. Non, mais rapidement, Madame Untermaier, il faut, je crois, qu'on considère qu'il y a des magistrats qui aujourd'hui n'osent pas prononcer des peines parce que précisément elles ne pourront pas être effectuées. Et il y a aujourd'hui, il faut le reconnaître, beaucoup de remises de peine parce que par définition, on a des encellulements qui sont pas à la hauteur du pays des droits de l'homme parce qu'on n'a pas assez de places de prison dans notre pays. Et je n'enlève aucun des autres objectifs qui est poursuivi par la construction du plan 15 000 places, notamment celui de l'encellulement individuel. Mais je maintiens que l'effectivité de la réponse pénale, elle passe par un parc de places de prison qui est plus élevé que celui qui n'est aujourd'hui. Passons au vote. Vous n'avez pas dit ce que pour le sous-amendement? Bah, d'accord. Qui est pour le sous-amendement de la rapporteure? Qui est contre? Et qui est pour l'amendement ainsi sous-amendé? Qui est contre? Adopté. On passe au 65, Perrine Goulet. Alors, dans le cadre de ce plan 15 000 prisons et suite aux travaux que nous avons menés dans le groupe de travail sur le retour des enfants de la zone syrienne, nous souhaitons qu'une réflexion sur l'implantation de nouveaux quartiers dédiés aux femmes radicalisées puisse être mis en œuvre dans le cadre de ces 15 000 places, parce qu'à ce jour, on a un quartier pour ces femmes qui est à Rennes, et comme à l'heure actuelle, on est en train de rapprocher ces enfants de leur famille élargie, on peut se retrouver avec des enfants à Marseille, avec le maman à Rennes. Or, on sait qu'en Syrie, ils sont restés pendant 3 ou 4 ans en fusion avec leur mère, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe pourquoi elle y a été. Quand on se place du côté de l'intérêt supérieur de l'enfant, il est important que la mère ne soit pas trop loin pour qu'il y ait quand même un maintien des liens. Donc c'est pour ça que je propose cet amendement pour qu'on ne perde pas de vue ces quartiers de lutte contre la radicalisation pour les femmes. On parle beaucoup des hommes, mais il faut aussi traiter les femmes. Est-ce qu'il y a des... Bon, évidemment, la rapporteure est d'accord avec son amendement. Est-ce qu'il y a des réactions? Monsieur Lozana? D'accord. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe au 19, Madame Untermaier. C'est l'avantage du rapport annexé, c'est que tout est recevable, je crois. Et en fait, c'est sur l'ordonnance de protection, c'est sur la procédure pénale, avec le souci, nous allons avoir un code de la procédure pénale qui va être travaillé, construit, élaboré à droit constant. Il nous paraissait important d'introduire dès à présent l'ordonnance de protection renforcée s'agissant des violences faites aux femmes, qui nous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire une durée maximale qui soit allongée à 12 mois et non pas 6 mois, obligeant ensuite et la victime et le magistrat à renouveler cette ordonnance de protection. Madame la rapporteure. Merci. Alors, je partage l'objectif de l'amendement, Madame Untermaier, qui reprend effectivement les dispositifs de la proposition de loi que nous avons adoptée en février 2023. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que vous l'avez mis donc sur l'alinéa 277 qui fait partie du chapitre « La protection des personnes vulnérables ». Par la protection des personnes vulnérables, c'est la protection des personnes que l'on met sous tutelle et curatelle, ce qui fait que ça réduit énormément la portée de votre amendement, qui me paraît très intéressant, mais à mettre ailleurs, parce que du coup, l'objectif dont vous me parlez sur les femmes n'est pas atteint si vous le placez à cet endroit. Donc je vous propose de le retirer et que vous regardiez pour la séance à un meilleur endroit pour le mettre. Amendement retiré. On passe au 25, Madame Untermaier. En fait, c'est un amendement qui est une recommandation. Vous savez qu'on a réformé la police nationale, conduite donc par le ministère de l'Intérieur, avec d'ailleurs un comité de suivi qui fonctionne bien. La nouvelle organisation policière a fait débat au sein de la justice, et elle ne doit pas constituer une entrave au libre choix du service enquêteur par les magistrats. Et pour protéger l'indépendance de certaines enquêtes judiciaires, l'échelon zonal de la police judiciaire doit être doté de moyens humains et budgétaires. C'est un vœu exprimé dans le rapport annexé, comme il y a beaucoup de vœux exprimés dans ce rapport. Madame la rapporteure. Il faut fermer votre micro. Merci. Alors, une expérimentation de la réforme de la police judiciaire est menée sur 8 départements, a donné lieu à une évaluation par 3 corps d'inspection, qui sont l'IGA, l'IGJ et l'IGPN. Ce bilan met en avant plusieurs points positifs
notamment l'amélioration de la coordination lors des opérations. Toutefois, plusieurs recommandations effectivement sont formulées pour tenir compte des craintes des magistrats s'agissant notamment, comme vous l'avez mentionné, de leur liberté de choix du service enquêteur et du secret de l'enquête. Alors même si je considère que nous devons être attentifs aux suites qui seront données aux recommandations, la modification du rapport annexé que vous proposez ne me semble pas forcément opportune, donc j'y mettrai un avis défavorable. Merci. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. L'amendement 59 est rédactionnel, donc je propose de dire qu'il est validé. On passe au 60. Oui, je vous parle. Donc, on est dans la partie effectivement où on parle de l'accueil des enfants. On a voté dans le projet de loi il y a un an l'obligation pour les magistrats de mieux prendre en compte la réflexion sur le tiers digne de confiance, qui permettrait effectivement que les enfants soient moins placés mais plus mis dans la famille. Comme on parle de l'administrateur ad hoc qui va avec, je vous propose d'ajouter cette précision. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe au 61. Alors sur le 61, c'est un amendement qui est cher aussi à Madame Untermaier. Enfin, en tout cas, on essaye d'avancer sur ce sujet avec Madame Untermaier, c'est-à-dire c'est la présence de l'avocat auprès des enfants en assistance éducative. Donc là, c'est pour remettre un petit peu l'ouvrage sur le métier en demandant qu'il y ait vraiment une réflexion qui ait lieu sur la présence de cet avocat auprès de l'enfant en assistance éducative. Qui est pour? Qui est contre? Personne. Adopté. On passe à l'amendement numéro 20. Oui, Monsieur le Président, c'est moi qui vais le défendre. Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la corruption. Certes, le rapport annexé au présent projet de loi évoque la lutte contre la corruption avec les autres politiques publiques, mais on pourrait peut-être renforcer par le texte proposé, parce que il nous semble que contrairement à d'autres pays occidentaux, notamment les États-Unis, la lutte anticorruption en France n'est pas suffisamment visible en tant que politique publique majeure. C'est pourtant un enjeu vraiment important de confiance publique, mais aussi de souveraineté et de sécurité. On a travaillé cet amendement avec Transparency International Friends. Madame la rapporteure. Alors, vous l'avez très justement dit, le rapport annexé mentionne déjà cette volonté de lutte contre la corruption. Et en plus, une stratégie nationale de coopération internationale anticorruption pour la période 2021-2030 a par ailleurs été définie dans un cadre interministériel associant entre autres les affaires étrangères, l'intérieur, l'économie et la justice. C'est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement, ou à défaut, je serai défavorable. Tiens, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe au dernier amendement, de l'article 1er, le 18. En m'excusant quand même auprès de tous mes collègues du travail que je donne aujourd'hui. Vos avec ce amendements nombre étaient d'amendements. très intéressants et Mais la bon, discussion, Madame Terrier, vous excusez pas. D'ailleurs, voilà, je vous ai pas c'est le souhaité premier et le bienvenue, c'est une dernier. erreur. Voilà, désolé. Simplement, on a des convictions, n'est-ce pas? Et j'en ai une en particulier concernant la justice restaurative. La justice restaurative, et je crois que le garde des Sceaux est tout à fait également dans ce chemin de développer cette justice restaurative qui est une voie parallèle à la justice pénale traditionnelle. Et il me paraît tout à fait important dans ce rapport annexé de montrer aux justiciables, mais aussi aux magistrats et à tous les acteurs de la justice que nous n'avons pas oublié la justice restaurative qui n'apparaît dans aucun des articles de la loi. Et je crois que ce rapport annexé par la demande d'un rapport nous permet de rappeler toute l'importance pour nous, législateurs, de travailler sur cette justice restaurative qui fait des miracles au Québec, s'agissant de la lutte contre les violences conjugales, la lutte contre le harcèlement scolaire. Et cela me paraît tout à fait essentiel. Et c'est pour cela que dans un délai de 2 ans qui me paraît raisonnable, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de fonctionnement de cette justice restaurative, les mesures proposées tant d'un point de vue législatif, réglementaire que financier pour développer ce dispositif en France. Madame la rapporteure.
Alors merci, moi je l'ai vu effectivement fonctionner, ça fonctionne très bien, mais on a déjà 2 études récentes sur le sujet, une par la Fondation Jean Jaurès en septembre 2022 et une par le ministère de la Justice qui soutient l'Observatoire de la justice restaurative qui a publié une étude complète sur le sujet en 2021. Et pour vous dire aussi, Madame Untermaier, que tout à l'heure, quand vous n'aviez pas pu être là à 14h, on a adopté votre projet de rapport global sur l'évaluation de ce rapport annexé et de cette loi, en tous les cas. Donc voilà, je ne vous propose pas de rajouter un rapport supplémentaire, éventuellement trouver un endroit où le mettre dans le rapport annexé, puisqu'on a adopté votre rapport tout à l'heure, ça permettrait de faire d'une pierre deux coups, mais pas de rajouter X rapport. Donc, si j'ai bien compris, votre idée, c'est que, c'est que ça apparaisse dans le... Je pense qu'on peut le faire apparaître, puisqu'on a adopté tout à l'heure, il faudrait peut-être le mettre autrement, mais pas forcément demander un rapport. Madame Untermaier. Je vous remercie. Je sais qu'on partage quand même beaucoup de points de vue sur ce sujet. Je vais quand même le maintenir parce que je voudrais quand même le défendre en commission des lois. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe au vote de l'article 1er, rapport annexé. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe, après l'article 1er, amendement numéro 4, Monsieur De Signy. Défendu. Madame la rapporteure. Alors, c'était l'amendement miroir de ce qu'on n'a pas adopté tout à l'heure, donc je vous propose de le retirer ou sera défavorable. Monsieur De Signy. Il est maintenu. D'accord, il est maintenu. On passe au vote qui est pour, qui est contre, rejeté. Et on passe au dernier amendement, Madame Torigna, pardon, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Bon, vous le savez sans doute, le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour les conditions de détention indignes. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté implore aussi d'adopter un mécanisme pérenne de régulation carcérale pour résorber ce taux alarmant de surpopulation des cellules, notamment en maison d'arrêt. Ce principe d'encellulement individuel est prévu par la loi de 1815. Or, à ce jour, 2241 détenus dorment sur un matelas au sol dans nos prisons françaises et le gouvernement refuse de les voir en repoussant pour la 3e fois le moratoire. Donc cet amendement propose tout simplement d'établir un rapport à l'issue de ce moratoire repoussé à 31 décembre 2027, de manière à ce qu'on puisse observer quel serait donc sur cet objectif d'encellulement individuel le recours à une véritable régulation carcérale avec une redéfinition de l'échelle des peines. Madame la rapporteure. Merci. Merci. Merci, Madame la députée. Alors, l'encellulement individuel a donné lieu à la remise d'un rapport en octobre 2022 au Parlement, où vous trouverez effectivement toutes les projections sur l'évolution du nombre de détenus, de places de détention, l'appréciation que porte le gouvernement sur sa capacité à atteindre 80% d'encellulement individuel. La loi de finances pour 2023 prévoit d'ailleurs 2 rapports à remettre en 2025 et 2027 sur le sujet. Et donc, je vous propose, puisque a priori c'est déjà couvert, un retrait ou à défaut ce sera défavorable. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir ce rapport en lien avec la régulation carcérale et la redéfinition de l'échelle des peines. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire le bilan, combien il y a, je vous l'ai dit, il y a 2241 matelas au sol. Mais en fait, nous, ce que nous revendiquons, c'est la régulation carcérale de manière à résorber cette surpopulation. Donc voilà, c'est ça, ce rapport se porterait sur quels seraient les effets de la régulation carcérale telle que nous la concevons sur la surpopulation. Je crois que ce n'est pas tout à fait le même genre de rapport. Fabien Di Filippo. Oui, merci Monsieur le Président. Contradiction dans ce qui est demandé par notre collègue. Les Insoumis s'étaient opposés à la création de davantage de places de prison. Moi, j'entends très bien ce que vous dites par régulation carcérale, mais si vous parlez d'encellulement individuel sans construire davantage de prisons, ça veut dire qu'on diviserait à peu près par
6 le nombre de personnes incarcérées. Ça veut dire qu'il n'y aurait quasiment plus personne, même pour des crimes majeurs, qui irait en prison. Donc là-dessus, à un moment donné, votre logique, elle aura clairement des limites. Je vous rejoins sur un point, c'est qu'il n'est pas acceptable qu'on ait des matelas au sol. La seule solution, quand on voit dérives sécuritaires qui peuvent se produire dans notre pays, c'est de construire rapidement ces 15 ou 20 000 places de prison. J'ai entendu tout à l'heure depuis mon bureau que M. Lefebvre l'évoquait. Je suis content que des personnes dans la majorité prennent enfin la mesure de ce chantier, mais depuis 6 ans, eh bien, il aurait été bien de commencer à construire la première d'entre elles. Madame la rapporteure, et on passe au vote après. Alors, Madame la députée, enfin, la régulation carcérale telle que vous la voyez, et c'est votre choix politique, ça conduirait, on a estimé, à 13 000 libérations de prisonniers. 13 000 libérations de prisonniers en sortie sèche, sans avoir eu d'accompagnement en insertion, sans avoir un accompagnement social, puisqu'on ne pourrait pas les mettre comme ça sur 13 000 détenus, ce qui conduirait, dans une grande partie, à la récidive. Et qui plus est, on a déjà mis en place un certain nombre de mesures de régulation, puisque depuis le 1er janvier, il y a notamment le régime de libération sous contrainte qui est applicable de plein droit aux plus petits reliquats de peine. Donc moi, vraiment, je serais vraiment défavorable à cet amendement. Et on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On se retrouve, chers collègues, à part la séance tout à l'heure, demain à 9h pour une communication du rapporteur général sur les collectivités territoriales et fiscales. Et à 11h, on a une audition de l'IPP sur l'étude qui a été faite en lien avec Bercy sur la question, en gros, de la fiscalité des plus riches. Deux petites infos quand même qui datent du Conseil des présidents ce matin. Vraisemblablement, la loi de programmation des finances publiques arrivera le 25 septembre en séance, et donc le mercredi, le 20 septembre, on devrait l'examiner en commission. Le matin et l'après-midi, on aura en commission Bruno Le Maire sur l'audition, les assises des finances publiques, le contenu des assises des finances publiques que nous avons eu, dont nous avons eu la primeur lundi. Voilà, je vous donne l'information à l'avance. Merci. Oui.